bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui va nous amener dans la réforme de la stratégie pharmaceutique de l'Union européenne et des médicaments orphelins. C'est un sujet assez dense et complexe et je suis ravi d'accueillir pour ce webinaire et cette session qui va être passionnante deux intervenants experts dans le domaine qui vont partager leurs connaissances et leurs perspectives sur ce sujet crucial. Alors, la réforme de la stratégie de l'Union européenne, la réforme pharmaceutique, la réforme de la stratégie pharmaceutique de l'Union européenne, si j'arrive à le dire, est une question importante et majeure parce qu'elle va faire et façonner l'avenir de notre industrie et de celle de l'Union européenne évidemment. Et elle impactera nécessairement sur notre avenir, sur celui de notre industrie. Donc, on va discuter de ces défis auxquels on va devoir faire face. Nos deux intervenants, comme je l'ai dit, sont des experts en la matière. J'ai l'honneur de vous présenter donc Christian Pierret, Bonjour. ancien ministre, bonjour, ancien Bonjour. ministre délégué à l'industrie, administrateur de plusieurs biotech et administrateur de Health Tech for Care et membre du conseil de la coalition d'investisseurs européens Life Science Accélération Alliance. Cédric Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes partenaire chez Sofinova Partners et notamment du fonds Santé Crossover, dont on parle beaucoup. Vous êtes administrateur de Health Tech for Care et membre du board de la coalition d'investisseurs Life Science Accélération Alliance. Voilà, c'est cette association qui vous réunit aujourd'hui tous les deux. Life Science Accélération Alliance, si on peut dire, c'est une coalition européenne d'investisseurs, de scientifiques, de chefs d'entreprise qui se consacrent à la formation et au partage de connaissances sur le financement par capital risque pour renforcer la recherche, le développement. En clair, pour simplifier la vie de la pharmacie, de l'industrie pharmaceutique, des biotechnologies, pour accélérer l'innovation en Europe, il faut bien le dire, et c'est cet accélérateur qui est important pour nous tous. Alors, on va entrer rapidement dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est cette fameuse réforme de la stratégie pharmaceutique de l'Union européenne et des médicaments européens, des médicaments orphelins, pardon. Voyons un peu ce qu'il en est d'abord. Qu'est-ce qui a conduit au principe de cette révision? Comment cette révision a été mise en place? Je crois, Christian Pierret, faites-nous le plaisir de nous exposer un peu cette origine. Alors d'abord, on parle d'un paquet pharma, entre guillemets. Un paquet, c'est un ensemble, c'est une ou plusieurs directives de la Commission et c'est un ensemble de règlements qui viennent du Conseil des ministres, avec toujours la supervision du Parlement européen. C'est donc un ensemble complexe de textes très longs, très difficiles, qui ont trois objectifs. Pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a une vingtaine d'années qu'on n'a pas touché à l'ensemble existant et que, entre-temps, la crise du Covid a montré l'importance de ces industries. Une industrie européenne, une petite boîte allemande en particulier, et puis une exploitation aux États-Unis par une très grosse boîte américaine. Donc là, des gens qui disent dans tous les milieux, à la fois le milieu professionnel et politique, qu'il y a quelque chose à voir là-dessus. Et puis surtout, la concurrence des États-Unis et de la Chine, pour commencer, qui devient extrêmement aiguë vis-à-vis de nos industries. Quel est l'objectif? 4 points très rapides. D'abord, c'est garantir aux patients de l'Union européenne un accès égal et simultané aux médicaments de qualité et à un prix abordable. C'est tout le problème. Deuxièmement, donc redévelopper, multiplier une recherche-développement européenne et une innovation industrielle européenne qui soit friendly avec l'environnement et qui soit située en Europe. C'est très difficile. Troisièmement, des médicaments plus durables et neutres sur l'environnement eux-mêmes. Et enfin, traiter deux grands problèmes particulièrement aigus que l'on rencontre dans tous les hôpitaux européens, la résistance aux antibiothérapies et le rejet dans la nature, dans l'environnement en général, des médicaments. Alors, ces objectifs sont très ambitieux, ils sont à la fois très hauts, très politiques, et je dirais presque géostratégiques, car il s'agit de la place de l'industrie européenne globalement dans la concurrence et la compétition très aiguë dans ce sujet, la compétition mondiale. Alors, dans ce type de texte, on veut toujours bien faire et c'est une intention, les intentions sont louables et fortes, mais malheureusement, il peut y avoir des défauts sous les avantages. Le diable se cache dans les détails, comme le disent nos amis anglais. Est-ce qu'on peut faire une petite revue des plus et des moins du texte, Cédric Moreau?
Oui, absolument. Je pense que c'est bien de commencer par les plus. On a vraiment une volonté dans ce texte de rationaliser et d'accélérer les procédures. On le sait, c'est un enjeu important en Europe et probablement une des faiblesses majeures par rapport à ce qui se passe aux États-Unis ou même en Asie. Donc, la réduction de la structure des comités scientifiques de l'EMEA à 2 comités par rapport à 5, ce qui était en moyenne, et actuellement va vraiment dans la bonne direction. Donc, ce qu'on appelle le CHMP, le Comité des médicaments à usage humain, et le Comité de pharmacovigilance, le PRAC, vont être les deux organes qui vont vraiment statuer. Et donc là, on a vraiment une ambition, une trajectoire de simplification et donc d'accélération des procédures. Un deuxième point, c'est évidemment tout ce qui est les mécanismes d'incentive qui seront mis en place et puis pour rallonger, étendre des durées de protection, et j'y reviendrai. Et enfin, le troisième point, je crois que l'aspect des patients et la volonté quand même de faire porter la voix des patients un peu plus que ce que ça l'était jusqu'à maintenant va dans la bonne direction et clairement dans la colonne des plus. Donc ça, c'est pour les aspects dits positifs. Sur les aspects qui nous inquiètent, je veux dire, tout le secteur et l'écosystème de l'innovation en Europe, dont on se fait l'écho via cette association et initiative LSAA. Premièrement, je vais essayer d'être extrêmement clair et simple. Évidemment, c'est compliqué. Pour protéger un médicament, on le sait, on a un brevet, c'est 20 ans, ça bouge pas. Ensuite, on a 2 niveaux de protection qui sont la protection des données réglementaires. Donc pour ça, c'est l'ensemble des données qu'on peut mettre dans un package d'approbation, que ça soit de la préclinique, de la clinique et du réglementaire. Donc globalement, là, dans cet aspect-là, on a une réduction de 8 ans à 6 ans. Donc on perd 2 ans. Et pour étendre cette protection à plus d'années, eh bien, on a des mécanismes d'incentive, mais qui sont très peu applicables. J'en prends un exemple, c'est la possibilité de gagner 2 ans supplémentaires si on adresse et si on distribue le médicament dans tous les pays et des États membres, donc dans l'ensemble des 27 pays États membres aujourd'hui, il y en aura plus demain. Ce qui est très compliqué en pratique, vous pouvez l'imaginer, et parfois qui peut s'avérer même incongru. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de maladies de Charcot à Malte, par exemple. C'est une question à poser, mais donc une difficulté sur ces aspects-là, une réduction des données de protection réglementaire. Le deuxième gros chapitre, et en particulier pour les maladies orphelines, c'est ce qu'on appelle les exclusivités commerciales. Donc jusqu'à maintenant, on avait 10 ans d'exclusivité commerciale, et cette exclusivité commerciale, elle est réduite significativement. Alors à 5 ans pour des produits orphelins dits bien établis. Alors on va pas rentrer dans le détail des définitions, mais ça veut dire des produits qui sont là depuis un certain nombre d'années, et peuvent être réduits de 10 ans à 9 ans pour des maladies et des produits orphelins dits classiques qui adressent un besoin médical, et seulement maintenir ces 10 années si c'est ce qu'on appelle un high unmet medical need. Et là, la définition est assez stricte jusqu'à maintenant, puisqu'il faut que ça témoigne d'un bénéfice exceptionnel et pour des maladies qui sont vraiment sévères avec des morbidités importantes. Donc, on voit bien que là, ça crée quand même beaucoup d'incertitudes pour un investisseur, pour une société pharmaceutique à développer des médicaments où ce qui était sûr, 10 ans ou 8 ans, passe maintenant à des années qui sont réduites, et tout ça va pas vraiment dans le bon sens, puisqu'aujourd'hui on a plutôt une extension des délais au niveau des essais pharmaceutiques. Une phase 3, c'est plutôt 3 ans, 3 ans et demi maintenant, alors que c'était 2 ans et demi encore il y a 5 ans. Et puis une explosion des coûts de santé, notamment et de développement avec l'inflation. Donc on s'inquiète pas mal de ces enjeux-là, et donc on essaie de faire remonter la voix des sociétés de biotech et de l'investissement pour contrecarrer ces mesures. L'Europe n'est pas seule, et on le sait, on se situe dans un contexte mondial d'une compétition qui est quand même exacerbée. À ce niveau-là, est-ce que ce texte peut engendrer des dégâts collatéraux pour notre industrie, Christian Perret? Oui, d'abord parce que, comme vient de le souligner Cédric, on a besoin de certitude dans l'industrie. Quand on est dans le flou,
dans le vague, et les textes actuellement, dans leur état actuel, ne dissipent pas cette inquiétude. Et c'est très, très grave parce qu'on doit, surtout dans le domaine de la santé, prévoir l'avenir de l'entreprise et de ses produits sur une dizaine, une quinzaine d'années. Et si on est dans l'incertitude, c'est très grave. D'autant plus grave que le venture capital est essentiel dans ce secteur, absolument essentiel. Dans l'écosystème innovation, les sciences de la vie ont besoin de stabilité et de voir clair. Or, l'Union européenne, si je prends juste deux illustrations, l'Union européenne est beaucoup plus petite en venture dans notre domaine. Elle est 20 fois plus petite que les États-Unis, 20 fois. Et les États-Unis, dans le total de ce qu'ils consacrent aux biotechnologies, aux medtech, aux biotech, aux digital tech, sont 16 fois plus importants dans les montants d'investissement, 16 fois plus importants que l'Union européenne. Et donc, l'enjeu vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de la Chine, où les tours de financement sont sur des montants 3 à 4 fois supérieurs en moyenne aux tours de financement européens, vis-à-vis des US et de la Chine, on est vraiment en attente, non pas d'un vague discours pro-entreprise, mais d'une réalité concrète de combat, car il s'agit vraiment d'un combat au niveau international. Alors, il y a plusieurs dangers. On nous dit on va réformer et faciliter l'accès aux incentives pour les entreprises, mais on ne sait pas très bien dans l'état actuel des textes où cela va. Deuxièmement, il y a un très gros problème, c'est celui de la délocalisation. Cédric a parlé des dangers vis-à-vis du raccourcissement des délais en matière de propriété intellectuelle, en gros, hein, pour résumer. Cela crée une incitation négative, j'allais dire, pour que les entreprises européennes aillent chercher ailleurs plus de sécurité, plus de certitude et de meilleurs financements. Et donc la délocalisation hors d'Europe correspondrait au glissement des financements et de la prise de risque qu'on prendra plus facilement aux États-Unis et peut-être même en Chine ou dans d'autres pays demain, en Inde par exemple, qu'on les prendra en Europe. Et enfin, le danger, c'est celui du glissement hors d'Europe des compétences, des connaissances scientifiques, de ceux qui possèdent ces compétences. Je rappelle que la Silicon Valley connaît la joie d'avoir presque 30 000 compétents français et encore plus de compétents chinois qui y travaillent. Et donc, là, le danger pour nos industries, c'est délocalisation, affaiblissement et faiblesse de l'investissement qui est déjà une existence, qui est déjà prouve son existence et qui est très inquiétant. On a au contraire besoin de rebooster, de redynamiser et surtout de donner une foi solide dans un avenir européen aux biotech, medtech, digital tech. C'est très intéressant et d'autant plus que donc vous faites partie de la même coalition, hein, Life Science Acceleration Alliance, hein, et cette coalition réfléchit à des propositions. Alors, est-ce qu'on peut avoir une vue de ces propositions des plus performantes? Qu'est-ce que vous voulez impulser, inciter à la Commission européenne à faire? Est-ce que vous pouvez nous en parler, Cédric? Oui, bien sûr. Et ces propositions, elles sont d'autant plus importantes que si je peux aller dans la continuité de ce qu'a dit Christian, c'est que on a même une opportunité assez unique pour l'Europe, puisque aujourd'hui, on le sait, les États-Unis ont pris les devants avec l'IRA, qui pose déjà des questions et qui, notamment pour les produits dits les petites molécules par rapport aux biologiques, peuvent mener à des arbitrages avec des réductions là aussi de protection aux États-Unis. Et on en voit déjà des effets un peu contre-productifs sur le marché américain. Donc, on a une opportunité en Europe de ne pas faire les mêmes erreurs que ce qui est en train de se passer peut-être aux États-Unis et de rattraper un petit peu notre retard. Donc, c'est là où nous, on pense qu'il faut être vraiment dans une logique de compétitivité. Comme l'a dit Christian, c'est une bataille, c'est un combat, et ce combat, il faut le gagner. Donc pour nous, les propositions, c'est ne changeons pas ce qui a bien marché. Les 10 ans d'exclusivité commerciale, par exemple pour les maladies orphelines,
ont été un accélérateur formidable, et particulièrement sur le continent européen, de développement, d'innovation pour des forts besoins médicaux et des indications et des patients qui n'avaient pas de traitement et qui n'avaient pas d'option thérapeutique. Donc, de réduire cet incentive quelque part de 10 ans de protection de market exclusivité, donc commerciale, peut nous amener vraiment à une baisse forte de la productivité dans ce domaine et des nouveaux médicaments qui seront disponibles. Donc, nous, on recommande très fortement de garder, c'était un peu un totem, ces 10 années et de ne pas les réduire. Ensuite, même si j'ai dit qu'il y avait des choses qui allaient dans le bon sens, on pense que dans la simplification des procédures, si on réduit le temps de protection lorsqu'on est une fois sur le marché, essayer d'accélérer encore plus vite la mise à disposition et le temps de développement et d'accès au marché. Donc, on sait que, notamment, les dispositions d'accès précoce, d'ATU en France fonctionnent plutôt bien. Alors, l'idée d'amener tout ça à l'échelle européenne n'est pas simple et soulèverait des enjeux de financement. Mais par exemple, pour les maladies orphelines, dans un cadre bien défini, on pense que c'est à la fois accessible en termes de montant, et puis qu'on peut réunir et aligner les États membres dans cette optique-là. Donc, comment accélérer la mise sur le marché et réduire les temps de développement. Enfin, troisième point qui nous est cher avec Christian, c'est bien sûr, c'est le patient. Donc, on a dit qu'ils pourraient avoir leur mot et leur voix au niveau des comités et des approbations de médicaments. Mais soyons honnêtes, c'est pas eux qui vont infléchir ou dans des cas vraiment très rares les décisions de l'EMA. En revanche, les avoir impliqués dans le développement des médicaments beaucoup plus tôt. Là encore, j'en viens dans les maladies orphelines, travailler avec les associations de patients et qui soient plus impliqués. Et on voit une forte volonté, en tout cas, d'être plus impliqués. Et tout ça aussi avec des outils qu'on n'avait pas par le passé, mais tout ce qui va être autour de l'intelligence artificielle et du digital medicine peut aider à impliquer les patients et les mettre vraiment au centre de la réflexion des développements futurs. Voilà le type de propositions qu'on pousse et qui nous paraît être des propositions qui sont dans le sens de l'histoire, premièrement, et qui pourraient, comme je l'ai dit, permettre à l'Europe d'être encore plus compétitif dans les années à venir, notamment par rapport à l'Asie et aux États-Unis. Merci Cédric pour ces précisions très, très utiles. On va terminer avec le calendrier, parce que le calendrier européen pour lire dans la boule de cristal de l'Europe, c'est pas très, très simple. Alors, Christian Perret, vous êtes un habitué des arcanes du pouvoir et des arcanes institutionnels. Dites-nous un peu ce qui va se passer sur ce texte. J'ai connu d'autres paquets très complexes qui ont pris beaucoup de temps. Je pense au paquet télécom, par exemple, il y a quelques années, dont je m'étais aussi occupé. Donc, on sait que ce qui est lancé maintenant va prendre, pour aboutir à des décisions, environ 3 à 5 ans. Or, nous sommes, je crois que Cédric et moi, nous l'avons démontré, dans une véritable urgence stratégique pour nos industries européennes. Il faut vraiment raccourcir ce délai. Il faut avoir conscience de l'urgence des décisions et pour ça d'ailleurs plutôt reconnaître les processus de décision dans nos domaines et savoir qu'un investisseur, il a absolument besoin de savoir où il va. Ce n'est pas exactement le cas. Je prends un exemple. Pour l'état actuel du texte, cela a pris 2 mois et demi rien que pour les traductions dans les langues des 27 États membres. Alors, si on multiplie cela par le nombre de textes qui sont envisagés, j'ai dit tout à l'heure à la fois issus de la Commission et issus du Conseil des ministres, on voit que 3 à 5 ans, c'est vraiment un délai extrêmement long et qu'il faut viser à le raccourcir. Donc, notre demande, au fond, elle est que les instances européennes, le Conseil, la Commission et le Parlement européen prennent en compte que nous sommes dans une bataille mondiale contre les États-Unis et la Chine et qu'il faut gagner cette bataille parce que ce sont des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'emplois et d'emplois compétents et aussi des milliards qui sont en jeu pour gagner cette bataille.
Eh bien, merci pour ces précisions, Christian Pierret, Cédric Moreau. On a passé un bon moment ensemble avec une couverture de l'ensemble des problématiques posées par cette révision. Merci encore pour nos auditeurs et à très bientôt à tous les deux. Merci et au revoir.